Tu es ma pire déception. Hé, fiston! Un être sans famille est pire que mort. Je sais ce que je dois faire. Trouver le film de genre ultime. Mais c'est complètement con. Piocheur de bobines, pour vous servir. Tu sais que je cherche la même chose que toi. Le film de genre des films de genre. Oui, justement. Pourquoi? Et pour t'emmerder, mon fofo, tu sais que j'adore ça. Et le conseil le veut. Quoi? Ouais, les dynasties de cinéphiles outillés, il y en a quelques-unes en fait. C'est la merde. J'ai besoin de toi, Sorette. T'as toujours été celle qui se connaît le mieux en ciné. Je peux trouver le film, mais là, ils ont trop d'avance. C'est bon, frérot. J'ai localisé le film. Hey! On se verra dans une autre vie! Je ne me souviens pas du premier film que j'ai vu au cinéma. Ni du premier film que j'ai vu tout court, en fait. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais mine de rien, ça m'embête. J'ai des bribes, des faux souvenirs, peut-être. Pendant un moment, j'ai cru que c'était Taram et le Chaudron Magique, mais je me suis rendu compte que c'était le livre illustré tiré du film qui m'avait ravi et terrorisé, pas le film lui-même. Quand on essaye de crocheter la serrure du subconscient, beaucoup de choses se mélangent, mais la vérité qui demeure, quoi qu'il arrive, c'est celle des émotions. Le ressenti qui est là, vissé au cœur, vissé aux tripes, traçable ou pas, à l'ombre de chacun de nos gestes, de chacun de nos goûts. Parce que nos chocs fondamentaux en disent long sur les personnes qu'on devient. Est-ce qu'on peut réellement oublier nos premières fois ? T'as fait? J'assure. Enfin bon... J'en peux plus! Ça fait un mois que je m'acharne à essayer d'ouvrir ce putain de coffre de merde! Y'a rien à faire. Y'a pas de serrure, putain, y'a pas de code, y'a même pas une charade à résoudre, je sais pas. Un peu de recul vous ferait du bien. Genre une douche. Qu'est-ce que tu contiens? Le premier film que j'arrive à tracer, en fait... c'est les Tortues Ninja. Non mais, il se fout de ma gueule. Alors, direction la toute fin des années 80. Le mur de Berlin vient de tomber grâce au pouvoir de l'amour de David Hasselhoff. Nine Inch Nails et Queen Latifah sortent leur premier album. Madonna prie à n'en plus finir. Le Cosby Show est adulé. C'est une autre époque. Indiana Jones 3, Retour vers le futur 2, L'Arme fatale 2 et Ghostbusters 2 viennent de sortir. Y'a plus d'inspiration Hollywood. Mais cette période a aussi marqué le début d'une incroyable Tortue Mania. Les Tortues Ninja étaient partout, du genre partout, vraiment partout, vraiment partout. On était complètement cramés à l'époque. Really, I'm just a beautiful princess in disguise. Ah, sword. Break the spell. Give me a kiss. Créé en 1984 par Kevin Eastman et Peter Laird dans une série de comic books assez satiriques, sombres et violents, qui parodiaient principalement Daredevil, ces justiciers masqués new-yorkais sont rapidement devenus beaucoup plus lisses, et se sont déclinés de toutes les manières possibles et imaginables, depuis diverses séries animées jusqu'à ce jeu du démon, là, qui a créé une phobie des algues chez toute une génération, en passant par une saga de films, qu'ils soient live, d'animation ou moite-moite. Mais même si je vous avoue que la majorité de tout ça ne m'intéresse pas des masses, au milieu de tout ce beau bordel reste une œuvre dont j'ai très envie de vous parler. Le tout premier film live. Sorti en 1990 et réalisé par Steve Barron, le très logiquement intitulé Les Tortues Ninja est un film américano-hongkongais, pas produit par une major, ce qui en fait techniquement un film indépendant. Tout arrive.
Je veux dire, ça va pas de soi. Vu l'impact économique des personnages à l'époque, on aurait pu s'attendre à une force de frappe démentielle. Mais pourtant, les gros studios ont refusé de le distribuer, pensant sûrement que des prises de vue réelles pour des personnages aussi ancrés dans le format dessiné avaient tout du suicide commercial. Oui, car mine de rien, les fours de Howard the Duck et Superman 4 étaient encore très frais, laissant la société hongkongaise Golden Harvest et la plus modeste compagnie américaine New Line Cinema s'occuper du bousin. Pourtant, pour un budget pas microscopique mais pas pachydermique non plus de 13,5 millions de dollars, le film a récolté 15 fois plus au box-office mondial. Un carton absolu qui a arraché aux majors ce cri du cœur dont la légende dit qu'il a résonné environ 14 secondes. Shit. Pourtant, je crois que ce qui les a fait flipper va un peu plus loin. Ah non mais moi je m'en tape. Bon, l'histoire des Tortues Ninja, vous la connaissez tous plus ou moins. Non ! Le film s'ouvre en pleine vague de crimes à New York. April O'Neil, une journaliste qui n'en veut, découvre que derrière ces friponneries se cache l'insaisissable clan Foot. Et alors qu'elle se fait agresser, de mystérieux habitants des égouts viennent à son secours. Le générique fait monter la sauce, qui sont-ils, qu'est-ce que quoi, et... Textures, des textures, j'aime ces textures partout, ici, là, des textures parfaites. Regardez-moi ces peaux, bordel. J'ai envie d'entrer dans le film et de les palper à l'infini. Ces incroyables costumes ont été créés par le Creature Shop de Jim Henson, un cultissime marionnettiste américain qui a notamment créé le Muppet Show ainsi que cette barbe bien drue, et ils ont surprenamment bien vieilli. Grâce à ça, même avant de découvrir le film à 7 ans comme un gremlin hystérique, les rares visuels que j'avais pu voir dans les magazines de mes parents m'avaient rendu la réalité de cet univers tangible. Et des créatures synthétiques qui peuvent garder leur superbe en gros plan et en plein jour, croyez-moi, il y en a pas des masses. Bref, il s'agit donc de tortues qui, au contact d'un mutagène, sont devenues humanoïdes et intelligentes, autant que faire se peut, et vivent avec leur maître Splinter, un sage rat qui leur a enseigné la voie du ninjutsu, un art du combat et de la dissimulation. Car oui, c'est quand même à noter, c'est une des rares adaptations qui n'oublie pas le ninja dans Tortue Ninja. Bon, ça peut paraître bête, mais c'est quand même un petit peu dans l'intitulé, quoi. Je fais donc les présentations pour tous les cinquantenaires à l'ouest du Mississippi. On a Leonardo le leader, Raphaël le tourmenté, Michelangelo le fief et bout en train, Donatello le bricoleur, ma sœur, le piocheur, Monfierrotti, notre directeur photo, tous nommés donc d'après des peintres de la Renaissance. Car apprendre en s'amusant, c'est important, mais pas autant que de reprendre le cours de ce résumé, car le clan Foot voulant faire taire l'intègre April O'Neil, Raphaël la sauve, puis la ramène dans leur repère cossu au fond des égouts. Les tortues et April deviennent amis, mais un fourbe ninja identifie leur cachette en suivant Raphaël, et en revenant, nos bons héros réalisent que Splinter a été enlevé. Le clan de la voûte plantaire est dirigé par un dénommé Shredder, maître d'arts martiaux et ennemi juré de l'ancien maître de Splinter, dont le maléfique but est apparemment de pervertir la jeunesse new-yorkaise pour voler des machins et les revendre. Voilà. On peut mieux faire. Et d'ailleurs, le fait que le mec s'habille comme ça et assure à tout le monde que les tortues guerrières d'1m90 essaient de leur mettre des bâtons dans les roues, ça passe étonnamment crème, mais passons. Trahis par Danny, le fils du boss d'April, les tortues se prennent une raclée. Mais aidées par un justicier masqué bourrin du nom de Casey Jones, joué par Elias « Je ne suis pas Robert De Niro » côté as, elles arrivent à s'échapper dans une ferme où elles pansent leur plaie. Enfin, surtout celle de Raphaël qui a particulièrement morflé. Et qui a balancé Raphaël comme un vieux sac dans cette baignoire ? Regonflé à bloc, s'étant connecté à Splinter par l'incroyable ficelle scénaristique de la télépathie, les tortues retournent à New York pour en découdre. Danny, envahi par la culpabilité, retourne au QG de Shredder pour aider Splinter, suivi en douce par Casey Jones. Et tandis que les tortues dézinguent du ninja, surgit l'homme ouvre-boîte, qui leur colle ce qu'on appelle dans le jargon martial, attention ça va être technique, une tollée cosmique. C'est alors que Splinter apparaît, expliquant qu'il est le rat du défunt ennemi juré de Shredder, et que c'est lui qui l'a défiguré. Ce dernier, un tantinet agacé, le charge en beuglant, Splinter le fait tomber du building, cette mort est totalement anticlimatique, et c'est la fin des Tortues Ninja de Steve Barron. Célébration des valeurs familiales, Casey et April font un bisou, Kowabunga, tout est bien, qui finit bien. Ouais, c'est vraiment le cas. Ouais, ça l'est. Par contre ici, le happy end, tu vas pouvoir t'asseoir dessus. Mon pauvre. Le coffre est juste là et toi, tu continues à nous les briser avec ta comédie d'action à la mort, moi le neuneu. On aura vraiment tout vu. Bon, les Tortues Ninja, comme vous l'imaginez, a la réputation d'un film mignonnet, voire niais, qui carbure uniquement à la nostalgie. Et c'est quoi ces guillemets ? Ma théorie c'est qu'il y a des comédiens dans ces tortues. Et effectivement, il est tellement ancré dans son temps que ça en fout le vertige. Ce qui en fait une sorte d'instantané de la culture pop de l'époque, à la fois fascinant pour son côté encore plus années 80 que les années 80, comme si le film fantasmait sa propre époque avant qu'elle ne meure définitivement. Enfin, définitivement. Mais aussi un peu épuisant dans son obsession à mitrailler 12 000 références prétendument cool à la minute. Le film a pas mal emprunté à la série animée, notamment le code couleur des tortues, l'obsession des pizzas, April O'Neil qui n'est plus scientifique mais journaliste, mais surtout, tiens bonjour le technicien, mais surtout donc le côté beaucoup plus accessible et kid-friendly que le comics, évidemment. Ce qui fait que le film se sent obligé d'appuyer pas mal d'effets, gentillets, disons, à l'enclume. C'est dommage parce que d'autres vannes sont authentiquement bonnes. Ne tirez pas!
Je ne crois pas que nos armes soient chargées. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours adoré cette réplique. Et c'est pareil pour l'action, on oscille entre l'approximatif total, oh mon dieu je chute, et certains enchaînements vraiment intenses. Des chorégraphies qu'on doit principalement au savoir-faire de Golden Harvest, qui a coproduit le film, comme je le disais. Une société spécialisée dans les films d'arts martiaux, qui a régné sur le cinéma hongkongais dans les années 70 et 80, et a largement contribué à le faire connaître en Occident. Pour vous situer, c'est la société à l'origine des plus grands succès de Bruce Lee, d'Il était une fois en Chine de Tsui Hark, mais aussi d'une flopée de films de Jackie Chan, dont l'incroyable, le fantastique, l'indéboulonnable Wheels on Mills. Regardez Wheels on Mills si ce n'est pas déjà fait, et sinon revoyez-le, le plaisir n'a pas de fin, notamment avec ce combat démentiel qui oppose Jackie au champion de kickboxing Benny Urquidez, Benoît Urticaire pour les intimes, tant ses coups sont semblables à d'épiques tatanes de poil à gratter. Je sais pas où j'allais avec ça. Et le fait que Golden Harvest s'approprie un pur produit américain n'est d'ailleurs pas anodin. Bien sûr, c'est un coup de bélier pour continuer à s'implanter sur le marché mondial, même si la compagnie était aussi frileuse que les autres au départ sur la viabilité du projet, mais le brassage culturel est finalement assez logique. Non, mais les ninjas, c'est japonais. Chut, à l'image d'un matériau de base qui est aussi kaléidoscopique dans ses influences. Ça a l'air d'un détail dit comme ça, mais je pense vraiment que produit plus classiquement, sans ce grand écart entre différents systèmes et avec un budget plus cossu, le film n'aurait pas été aussi étrange, limite unique. Un film qui avait tout pour gagner, mais qui pourtant était l'underdog, le rejeté en qui personne ne croit. Un film à la fois kitsch, bon, moins bon, bien vieilli, mal vieilli, calibré hollywoodien mais perclus d'influence asiatique. Un film avec un solo de basse, ce qui l'empêche d'être foncièrement mauvais, et... Qu'est-ce que... Oh non. Non. C'était donc vrai. Non. Mon Dieu, ils sont déjà là. Allez, filez. Non. Ce film est totalement improbable en fait. Je sais, Magne. Et on pourra en rester là. Mais ça sera un petit peu anticlimatique. Cela dit, métage dans le trou avec le film, tout ça, classe, non? Mise en abîme. Laissez-moi vous raconter à nouveau le film avec une perspective un peu différente. Un père cache ses enfants du monde de peur qu'ils soient rejetés pour leurs différences, lui-même étant orphelin de sa figure paternelle qui a été sauvagement assassinée. Voulant faire quelque chose de louable pour gagner le respect de son mentor, Raphaël sauve une femme tabassée et conduit sans le vouloir ses ennemis à leur cachette, ce qui résultera en un Splinter emprisonné et torturé, ainsi qu'un Raphaël rongé de remords. Un enfant trahit alors les tortues pour gagner le respect de sa figure paternelle toxique, dans un milieu où les adolescents se font tabasser par des adultes, ce qui résultera en un Raphaël castré symboliquement alors que ses sailles sont jetées par-dessus bord, et tellement tabassé à mort qu'il tombera dans le coma plusieurs jours. Le coma! Les tortues ne s'échapperont que grâce à la confusion semée par un mec qui meurt électrocuté et brûlé vif, tandis qu'April est viré pour être trop intègre et que les seuls vestiges de son père disparu flambent. Malgré tout ce qu'ils ont appris au cours du récit, les héros échoueront face à Shredder, et la tragédie sera évitée in extremis par leur père qui continue à les couver, rendant leur chemin vers l'affirmation de soi quasi stérile. Casey Jones, quant à lui, tue Shredder de sang-froid après sa chute, en le concassant. Pas de procès, juste une mise à mort crue, alors que le mec était déjà sûrement brisé dans tous les sens, et que techniquement, il n'a fait qu'inciter des jeunes à voler. Une justice personnelle disproportionnée et d'une violence froide. Fin. Donc, les Tortues Ninja, comédie d'action mignonnette qui va ravir petits et grands. Mais tu m'étonnes que les studios étaient frileux. Au-delà de ses apparences jouasses, le film est beaucoup plus sur le fil qu'il n'y paraît. Et je dis pas qu'être sombre est un but en soi, mais les Tortues Ninja possèdent un profond rapport à la mort et aux conséquences des actes. Un sentiment qui est d'ailleurs appuyé par une photographie qui est limite crasseuse. Ouais, voilà. Ouais mais non, ça s'écrit pas film pour cause au premier coup d'œil quoi. Je me souviens qu'étant petit, certains de ces aspects m'avaient laissé un goût étrange, amer, sans que je mette vraiment le doigt dessus. Comme s'il amenait, tout doucement, quelque chose de pas vraiment facile à entendre pour un minot. Comme sa manière, par exemple, de déconstruire les héros. Prenez Casey Jones, l'archétype du justicier bourru. Salut Pédé, j'ai du boulot. Ouais, c'était vraiment décidément une autre époque. Bon, là je dois dire, c'est la version française, qui est d'ailleurs étonnamment bonne au passage, qui en a rajouté une couche. Mais allez les gros mots, oui! Casey Jones, un mec qui confond claustrophobe et homosexuel, et qui n'est la plupart du temps capable de se battre qu'avec des substituts phalliques, à moins de se retrouver totalement impuissant, comme on le voit dans son combat avec Tatsu, l'homme de main de Shredder. Bon, je vais pas dire non plus que le film casse le héros américain au point où le faisait Délivrance, mais en tout cas, le côté satirique du comics n'est pas loin. Mais surtout, comme je l'ai dit, les tortues ne gagnent pas à la fin, ce qui, pour un récit d'initiation, est un détournement des codes qui est plus puissant qu'il n'y paraît. Tout comme, à la fin du Seigneur des Anneaux, pour prendre un autre exemple, Frodon échoue au bord du gouffre, succombant à l'anneau, et ne devant sa victoire qu'à une chute hasardeuse de Gollum. Dans le bouquin, c'est encore plus parlant. Gollum fait une danse de la joie, il glisse, il tombe. Tolkien appelait ce concept une E-catastrophe, en gros la version positive d'une catastrophe. On pourrait rapprocher ce concept d'un Deus Ex Machina, un élément sorti de nulle part qui intervient pour faire avancer un récit. Les aigles, par exemple.
Mais là où le Deus Ex Machina est une facilité pour se sortir d'une impasse de scénario, le catastrophe a une résonance plus profonde. Tolkien a délibérément choisi de faire échouer moralement Frodon, pour montrer que les tournants de la grande histoire relèvent parfois de micro-hasards, et que nous en sommes tous des rouages, conscients ou non, ce qui donne plus de richesse et de réalisme au récit. Parce que même avec un happy end, on ne triomphe pas toujours. Le catastrophe n'est pas une simple ficelle de scénario, c'est un vrai propos. Et à un plus petit niveau, la fin des Tortues Ninja, c'est pareil. Splinter qui surgit, bon, c'est le coup classique du sauvetage au dernier moment, mais que les tortues n'aient plus aucun rôle à partir de là, c'est un choix beaucoup moins évident. On n'est pas sur une catastrophe au sens où l'entendait Tolkien, bien sûr, mais l'effet est assez proche. Un scénario hollywoodien, c'est un peu comme un Rubik's Cube, chaque élément de récit doit retomber à sa place de façon satisfaisante, ce qui fait à la fois sa force, mais aussi sa limite. Sauf que là, que la quête d'affirmation et de maturité des tortues se termine volontairement par une mise à l'écart presque infantilisante, que le film reste sur cette irrésolue et montre que leurs ressources à ce stade ne suffisaient pas, ça montre que justement, cette quête n'est pas terminée, et que le pire n'est vraiment, mais alors vraiment, pas passé loin. La mort qui rôde dans ce film, elle est réelle, et elle a même une texture, celle du sang sur les poils de Splinter. Sous les yuppies et les kawabunga, reste donc une boule au ventre. Tout n'est pas magiquement résolu, et pour un gosse, affronter ça, c'est une leçon de vie assez forte. Ce mec est vraiment en train d'essayer de trouver un sous-texte à ce machin. Non mais pourquoi on le laisse encore parler? Chut. Il y est presque. S'il devait y avoir une seule scène pour illustrer ces différents niveaux de lecture, je crois que ça serait celle du combat chez April. Il se déroule en 3 actes. On commence avec un combat cartoonesque avec une musique enjaillante, puis les combattants tombent à travers le plancher. L'environnement devient plus sombre et sale, les coups deviennent plus nerveux, caméra à l'épaule, la musique est une version moins joyeuse de la première, et quand surgit Casey Jones, le combat reprend avec une musique beaucoup plus urgente et désespérée. Électrocution, incendie, fuite. Très littéralement, comme une mécanique de jeu vidéo, le film chute petit à petit dans un réalisme poissard et violent. Les Tortues Ninja, comédie d'action mignonnette qui fait bien plaisir. Bref, ce film a du cœur et le courage d'aligner autre chose que son simple cahier des charges. Bon Dieu, en à peine un quart d'heure de métrage, on voit Raphaël pleurer parce qu'il est mal dans sa peau. C'est pas rien quand même. On peut choisir d'y voir un simple divertissement honnête et un peu lourdingue, mais son vrai attrait dépasse la nostalgie. Dans tout film d'enfance vraiment marquant, ceux qu'oublieront d'ailleurs totalement les suites, il y a une part d'ombre. C'est le joli paradoxe de ces œuvres qui deviennent des emblèmes de l'enfance, mais incitent aussi à grandir. Et je pense qu'avec ce genre de métrage, on touche ni plus ni moins du doigt l'essence d'une bonne série B. Cet art de lire entre les lignes, un cinéma ninja qui, en jouant beaucoup plus subtilement qu'il n'y paraît avec nos émotions, assène des choses étonnamment profondes, comme un effet de persistance rétinienne. L'art de la dissimulation en plein jour. Quand je vois les Tortues Ninja, j'ai la sensation d'un retour aux sources, d'une évidence des premières fois, là où est modestement né le feu de ce qui me fait vibrer au cinéma. Je ne me souviens pas du tout premier film que j'ai vu, mais pour moi les Tortues Ninja capturent cette innocence du regard qu'on devrait tous lutter pour ne pas perdre, pour réapprendre à grandir, encore et encore. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce coffre, mais s'il capture la moitié de mon affection pour ce film, je crois qu'on va être au poteau. L'enfoiré, comment il a fait? Bah ouais, la clé c'était la passion. Poteau. Poteau. Poteau, poteau. 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 Ok, oui, non, c'était le mot poteau. Ah. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais c'est un peu vexant. Le film est à moi! Mec, vu ton rapport au ciné de genre, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Enfin, le conseil va me respecter. Allez, ciao les cryptes! Cave. Ah, c'était quelque chose. Bon, le conseil veut le film? Ok. J'ai besoin de mon bro.
Eh ben merci le plan. Fils. Père? Tuez-le. Oui, mais on va y aller mollo, Bernard. Bon bro, je comprends pas ce que je fais ici. C'est qui eux? Le conseil des cinéphiles outillés de l'occulte bien nébuleux, marque déposée, a une question. Caméra obscura. Et même plusieurs, mais surtout une et d'autres ensuite. C'est bientôt fini de nous les râper menus avec le cinéma de genre. Pareil, vous nous parlez encore d'un bon gros film de mai et un... Vous n'avez pas honte? Vous êtes coupable d'éclectisme moisi, mon petit père. Coupable. 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 C'est pas le souci, on est mille. Vos gueules! Écoutez-le. Et d'ailleurs, à ce propos, où est le piocheur? Disons qu'il se disperse trop. Trop tôt. J'ai le film. Mais avant, c'est quoi un auteur? Un cinéaste, on le considère généralement soit comme un auteur, soit comme un faiseur. C'est la distinction qu'on fait généralement entre le cinéma dit classique et le cinéma d'exploitation, ou cinéma bis, ou de série B. Bref, ce fourre-tout fascinant qu'est le cinéma de genre, que j'ai déjà essayé de définir, mais qui s'avère insaisissable. Ouais. Et à ce niveau, un truc assez révélateur a été écrit par Léo Brody, un professeur en histoire du cinéma. Les films de genre sont critiqués parce qu'ils ont l'air de faire appel à un public préexistant, tandis que les films classiques créent leur propre public à travers le pouvoir unique de la sensibilité créative personnelle des cinéastes. L'auteur serait donc le cinéaste qui apporte un regard intime à son œuvre, contrairement à un faiseur qui suivrait simplement à la lettre les codes d'un genre. Bon, jusque-là, ok, rien de démentiel. Mais déjà, prenons ces codes, qui bizarrement sont souvent méprisés. En quoi est-ce que leur répétition, qui est, je le rappelle, à la base du cinéma de genre, même si plein de cinéastes les tordent à leur sauce, eh ben en quoi cette répétition de base est un problème, en fait? Parce qu'associer la pertinence artistique à l'originalité, croyez-le ou non, ça va pas de soi. Écho. Écho. Merci. C'est ce qu'explique ce sacré linguiste, / romancier, / plein d'autres choses complètement fifolles, Umberto Eco, dans son article Innovation et répétition, qu'il a écrit en 94. Il y dit notamment qu'avant la période moderne, la différence entre art et artisanat était par exemple beaucoup moins marquée. En gros, si un potier faisait 200 vases quasi identiques, l'âme qu'il insufflait dans ce savoir-faire était considérée à l'égal de, disons, un peintre. Et le truc, c'est qu'on se trouve aujourd'hui dans une période où les médias de masse n'ont jamais produit autant de contenu axé sur la répétition. Séries, remakes, adaptations, nostalgie, etc., etc. Et notre regard, fatalement, il continue à évoluer. L'auteur peut bien sûr exister au sein de la répétition des codes, en insufflant sa sensibilité, même dans un cahier des charges. C'est ce qui permet d'ailleurs de rafraîchir les codes et de ne pas tomber dans le simple cliché. Et les exemples, ils ne manquent pas. Mais au-delà de ça, même un cinéaste considéré comme un faiseur met de toute façon un peu de lui dans ses films. Par ses choix de cadrage, le rythme du montage, la direction d'acteur, et j'en passe. On n'est jamais sur de la répétition pure. Donc finalement, comment distinguer l'auteur du faiseur? La fameuse politique des auteurs, un concept popularisé par le gars François Truffaut dans les années 50, a aussi tenté d'y répondre, en disant grosso modo que l'auteur est celui chez qui on peut identifier un style et des thématiques récurrentes à travers la filmographie. Bon, le souci, c'est qu'avec cette vision, auteur devient un tampon a posteriori, qui est basé sur plusieurs œuvres. Donc, qu'est-ce qu'on fait de Charles Laughton, qui a réalisé en 1955 un seul long métrage, La Nuit du Chasseur, qui est pourtant devenu un classique parmi les classiques, sombre, original, en avance sur son temps? Qu'est-ce qu'on fait de Herc Harvey, dont le seul long métrage, l'OVNI Carnival of Souls en 62, est l'un des films d'épouvante les plus poétiques et chimériques qui soient, et a inspiré jusqu'à David Lynch et Tim Burton? Ces films sont des œuvres d'auteur. Bon, tout ça pour dire que ces repères sont bien sûr discutables, il existe une palanquée d'exceptions. Par exemple, ça paraît dingue aujourd'hui, mais dire dans les années 50 que Hitchcock n'était pas un simple faiseur, c'était limite punk. Pas faux. Votre manque de foi me consterne. Waouh! Oh mais ça suffit là, c'est le 3e ce mois-ci! Il m'a vénère le mange-merde. Prenons le réalisateur des Tortues Ninja, Steve Barron. Il est communément considéré comme un faiseur, voire un tâcheron, nous l'étiquette infamante. Et ce, malgré son travail sur le clip de Billie Jean, où Michael Jackson transforme des SDF en tubes d'aspirine, mais aussi celui de Take On Me de A-ha. Deux œuvres qui montrent une vraie démarche visuelle. Mais sincèrement, il suffit de jeter un coup d'œil à la filmographie de Barron pour se rendre compte qu'il y a une cohérence.
Un ordinateur sentimental, une famille d'aliens, Pinocchio, l'île au trésor, Merlin et les mille et une nuits qui ont hanté un paquet de nos vacances de Noël. Baron est obsédé soit par le merveilleux qui est ancré dans le réel, soit par les contes et la mythologie. Mais dans tous les cas, le rapport à l'enfance, à la quête initiatique et à l'imagination, eh ben il est là, partout, en filigrane. Bon après, que ces films soient bons ou mauvais, c'est une autre histoire. C'est vraiment une autre histoire. Mais thématiquement, le gars bat un même fer avec un regard qui lui est propre. Et pour ce qui est de la sensibilité personnelle, revenons à Tortue Ninja. En fait, je crois que la clé du film, on peut la trouver dans un plan. Bah ouais. C'est bon, tu veux le faire à ma place ou... Celui-là. Raphaël qui vient de se disputer avec ses frères, isolé sur le toit d'un immeuble, avant de se faire attaquer par le clan Foot. Ce plan a toujours été bizarrement celui qui m'a le plus marqué dans le film. Raphaël contemple le monde dont il ne pourra jamais faire partie. Un New York sinistre, grouillant, sombre, aux couleurs désaturées, un petit moment de flottement qui parasite la mécanique bien huilée du film, le fait respirer et installe son univers. Un peu, en fait, comme Rick Deckard sur son balcon dans Blade Runner. Il s'en dégage un côté réaliste et cru, contrebalancé par le rouge intense du bandana de Raph, ce qui reflète bien le grand écart du film entre un fantastique bariolé et une réalité rugueuse. Les Tortues Ninja s'ancrent dans la véritable insécurité new-yorkaise de l'époque, et c'est là qu'on voit que son côté sombre n'est pas une simple manière de surfer sur un air du temps. En l'occurrence, le triomphe du Batman de Tim Burton, qui était sorti 1 mois avant le début du tournage. Ouais, le gang des minots est complètement kitsch. Oui, mais Steve Barron et ses scénaristes nous parlent surtout d'une jeunesse complètement déphasée au sortir des années pognon, qui n'ont qu'une seule envie, trouver un lien humain, quitte à faire les pires choix. Shredder leur offre la liberté de faire ce que n'importe quel ado veut faire, en fait. Fumer, jouer au billard, jouer aux jeux vidéo, faire du skate... voilà. Et d'autres détails pas anodins pop ça et là. L'agent mutagène qui a transformé les tortues, par exemple, qui n'a aucune origine identifiable, qui est juste là, dans les égouts, parce que New York est sale. Comme si les tortues étaient un pur produit de nos modes de vie. Et ce n'est pas du tout une facilité d'écriture parce qu'ils n'avaient ni le temps, ni l'envie, ni les moyens de développer cette backstory. Non. Oh mais si, parce que... Blablabla. Mais laissez-moi attirer votre attention sur autre chose. La scène du flashback sur le maître de Splinter et son histoire tragique, Maître Yoshi. Yoshi, un épique ninja qui a dû fuir aux États-Unis avec ses dulcinés, avant que son rival Orokusaki, le futur Shredder, ne les retrouve et ne les mette à mort, tous les deux. Regardez bien, quand Yoshi revient chez lui et découvre sa compagne assassinée, il est en habit de chantier, avec une coupe au bol bien moche. Il a perdu toute la superbe qu'il avait au Japon en tant que ninja. Et surtout, Orokusaki le tue sans aucun effort. Vraiment zéro, alors qu'avant il faisait jeu égal. Steve Barron a fait le choix de montrer Yoshi comme un immigrant qui galère, flanqué d'un job pas adapté et mal payé pour survivre, brisé par la machine, qui a cramé toute son énergie vitale en voulant s'adapter. Le Yoshi qu'on connaissait en fait a l'air mort bien avant qu'Orokusaki ne le retrouve. Et ce genre de choses, on ne le montre jamais au hasard. Ça a l'air de rien, mais le film glisse en filigrane une vision assez dure du rêve américain. Et quand on sait que Steve Barron est lui-même irlandais et donc un immigrant, son regard prend tout son sens. Les Tortues Ninja contient une célébration des freaks qui est, qu'on le veuille ou non, un discours engagé, surtout dans un territoire aussi contrasté que les États-Unis. Ça pourrait donner l'éternel couplet de l'acceptation de la différence que tous les films grand public nous resservent à longueur de temps en pilotage automatique, mais là, je sais pas, je peux pas m'empêcher de ressentir une vraie sincérité. Peut-être aussi parce que malgré certaines grosses, mais certaines très grosses ficelles de scénario, Barron souligne tout ça avec une mise en scène qui, mine de rien, assez pudique et élégante en fait. Ce qui rend certaines scènes réellement touchantes. Bon Dieu, émouvoir avec une marionnette, c'est quand même pas donné à tout le monde. Et chose rare dans le cinéma grand public, Steve Barron prend son temps. À ce niveau, le segment central de la ferme est assez parlant. 12 minutes en suspens, 12 minutes de douceur et de complicité, où l'on se pose pour s'attacher au personnage sans attendre un retournement de récit à tout bout de champ. Le genre de segment qui aurait dû être évincé par n'importe quelle projection test. Sans déconner, c'est un miracle qu'ils soient encore là. Ça a marché. Et entre vous et moi, je suis sûr et certain que ce coquin de Joss Whedon l'avait en tête quand il a créé le segment central d'Avengers 2. C'est quasiment le même. Et puis merde, mais quel film pour gosses cite gratuitement des classiques de la littérature au calme? Hey, c'est pas ici qu'ils ont tourné les raisins de la colère. Garrêtez. Quel film pour gosses rend hommage à Sergio Leone au-delà du simple clin d'œil pour les parents, en construisant carrément toute une scène autour? Et bon Dieu, quelle scène! Ce qui fait de Steve Barron, pour moi, un vrai auteur de genre. Emparez-vous du coffre! Qu'à cela ne tienne. Va-t-on? Bro, c'est quoi leur but, mon sang? La domination mondiale via le contrôle de la culture. Non, disons qu'on est plutôt un contrôle qualité. Pardon. Hein, Bernard? En fait, c'est simple, le jeune cuisinier fringant. Le film de genre ultime a le pouvoir de définir pour de bon le cinéma de genre. Et ça les emmerde, parce que ça montrerait clairement que le cinéma classique a toujours puisé dedans. Ouais, mais le souci, c'est que même si ça lui donnerait plus de légitimité, le définir trop clairement, ça casserait aussi sa magie.
Donc dilemme, bro. Dilemme. Je suis fatigué. Vous savez que ça me vient de là. Quoi? Les tortues ont beau être adolescentes, chacune symbolise un passage de la vie. L'innocence de l'enfance, l'adolescent mal dans sa peau, l'adulte, le recul de la maturité, elles incarnent le temps qui va fatalement passer, irrémédiable. Et surtout, elles incarnent 4 différents rapports au père. 4 manières de l'aimer, 4 manières d'en porter le deuil. Le thème de la paternité déborde sur tout le film. Danny en fugue, Shredder et Tatsu vis-à-vis de leur gang, April et les affaires de feu son paternel. Mais tiens, j'avais pas fait exprès celle-là. Des rapports qui donnent à ce récit simple, mais pas simpliste, son assise émotionnelle. Des rapports qui m'ont donné ce petit coin de tendresse, qui m'a poursuivi dans presque toutes les œuvres qui m'ont marqué par la suite. Parce qu'on fait toujours entrer les œuvres en résonance, même inconsciemment. Certaines, aussi modestes soient-elles, plantent les graines de nos obsessions. D'autres les font germer. Mais elles sont toutes connectées par l'écho de nos émotions, dessinant une infinité de cartographies intimes. Tu sais, gamin, ce que tu m'as dit la dernière fois, je t'avoue que ça m'a fait réfléchir. T'as toujours été laxiste. Lui? Laxiste? Attends, c'est une première. Toujours été capitaliste. Ok, tuons-le. Un peu. Bernard, tes pilules? Mon arme est chargée. Mes déambulations dans le cinéma de genre, j'en ai fait le carnet de route de mes épisodes. Qu'est-ce qu'il est, exactement? Mais surtout, est-ce que ça vaut vraiment le coup de résoudre cette question? Est-ce que même le fait de l'appeler cinéma de genre ne revient pas à le mettre à part et à renforcer le fossé qui, pour beaucoup, le sépare du prétendu vrai cinéma? Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, ce cinéma n'a jamais eu autant de visibilité. Il n'a jamais été autant reconnu, superficiellement, la plupart du temps, par les sphères dites classiques. Le temps passe, et alors que les cultures méprisées d'une époque sont assimilées par la culture du plus grand nombre, de nouvelles marges se forment. Tortue Ninja est grand public, ouais, mais plus à des sources moins évidentes. Comics underground, films noirs, SF, films de monstres. C'est un cycle permanent, et aujourd'hui, la saveur du ciné de genre, on peut la déceler plus ou moins dans toutes les strates du cinéma. Mais le truc, c'est aussi que son côté insaisissable est sa force. Ce cinéma est à son meilleur quand il se fait occulte, et c'est en grande partie l'incompréhension du plus grand nombre qui lui a toujours donné sa liberté. Comme les tortues dissimulées mais agissant bénéfiquement sur le monde, le ciné de genre est freak dans sa sève. Il a en grande partie besoin d'occuper cette marge bouillonnante qui permet à la culture de se régénérer. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, dans une culture pop qui devient de plus en plus étouffante, ça devient nécessaire. À une ère de prémâchage intense, notre besoin de mystère grandit. Et je crois qu'il y a plus que jamais une part d'énigme à conserver dans certains domaines, qui mérite qu'on fasse la vraie démarche d'y pénétrer, pour y débusquer les pépites cachées, ivres de faire face à une zone d'inconnu. Jusqu'où ils iront avec ces trucs-là? Pourquoi parler cinéma? Qu'est-ce qu'on essaye tellement de comprendre, au juste? Parler cinéma a toujours été une nécessité, pour moi, mais une nécessité ambiguë. Quand on parle d'art, quand on essaie de prendre du recul sur nos sens en ébullition, la crainte c'est d'en tuer la spontanéité, d'en tuer l'aspect quasi magique. Décortiquer le cinéma, c'est quelque part accepter de le désacraliser, c'est accepter de solidifier un mouvement. Et c'est bien pour ça qu'il ne faut pas perdre de vue le cœur de nos premières fois. Pendant des années, je me suis demandé ce qu'est ce fameux vrai cinéma dont tellement de gens parlent par automatisme. Et la seule réponse que j'ai trouvée, après tout ce temps, elle est rassurante, parce qu'elle n'a rien de quantifiable, rien d'explicable. La vérité de notre rapport au cinéma se situe au-delà des images, au-delà des souvenirs, au-delà de nous. Dans une zone mystérieuse, insaisissable, qui rend encore possible, envers et contre tout, au-delà de l'usure, au-delà de la lassitude, l'émerveillement. Ce moment où tout redevient possible. Et ce n'est pas un film, ultime ou pas, qui va échanger quoi que ce soit. Le seul vrai cinéma, c'est le moment où, quelque part, les mots ne suffisent plus. On l'ouvre? On l'ouvre. Oui, on l'ouvre. Alléluia. Dernier message de John Cena. Ah. Il est aimable. C'est déjà ça. Ah, j'ai compris. J'ai compris, c'était là depuis le début. Le film de genre ultime n'existe pas. Il est dans chacun de nos cœurs. Ah non! Ah, attendez, j'avais mal regardé. Ok. Enfin, oui, enfin...
Oui, c'est bien. Pourquoi celui-là? Faut dire qu'il est bon. Bon, quitte à prendre un McTiernan, y a mieux, hein. Ah, je suis pas d'accord. Ouais, mais en même temps, si tu choisis un Sean Connery, tu peux choisir pire, tu peux choisir Highlander 2, tu peux Non, mais choisir... tout de même, Basil Polidoris à la musique. Excellent. Mais non, bon, je sais bien, il a un peu... Il est bon, juste bon. Décidément, ma pauvre, t'accuses le coup. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je sais pas. Explore autre chose. Pendant un temps, en tout cas. Tu sais que j'y serais pas arrivé sans toi. La famille, mecton. Tiens. Je te l'ai dit depuis le départ, c'est toi qui aurais dû l'avoir. Ah mais non. Non, c'est toi qu'elle a choisi. Écoute, disons que je te la confie, ok? S'il te plaît? On verra. Tu sais que si le coffre s'est ouvert, c'est pas grâce à un mot de passe à la mort moelle-neu. Pourquoi t'as fait semblant? Pourquoi il faut toujours que tu désamorces tes effets? Bien joué. Non mais ça marche. Sérieux, c'est quoi ce matos?